Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vous êtes sur Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin, en Afrique et dans le monde, pourquoi pas. Amis internautes, bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Nous sommes vendredi 9 juin 2023. Les débatteurs sont déjà sur place. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Tamzine Badaro. Achille Rousseau, bonsoir. Bonsoir, Tamzine Badaro. Nous allons démarrer à présent avec le premier sujet, mais bien avant, nous allons faire un tour au service commercial. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Retour sur ce plateau, Achille Rousseau, les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle ont été officiellement installés depuis mardi dernier, j'allais dire 6 juin. Que devient donc le recours du Parti Les Démocrates? Oui, c'est vrai que désormais nous connaissons le nouveau président même de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle dans notre pays, le professeur Dorothée Sosa, qui a cette lourde charge de diriger la plus haute institution de la République du Bénin. C'est aussi vrai, comme vous l'avez dit, que cette même cour où les nouveaux membres donc, de la nouvelle cour, certains sont guettés donc, par un recours que la mandature passée n'a pas pu étudier avant donc, de déposer le tablier. Cela devient donc un passif, un actif pour la nouvelle cour, et en tant que tel, je crois que Dorothée Sosa, le président Dorothée Sosa et les 6 autres sages de la Cour constitutionnelle auront devant eux cette lourde responsabilité de se pencher sur ce dossier qui les concerne ou qui concerne certains de leurs membres. Alors, c'est vrai que ce ne serait pas aussi facile, parce que de parler de soi-même, ce ne serait pas facile de se dédier, ce ne serait pas facile de jeter de l'opprobre sur un des membres ou certains des membres qui sont dans le viseur de l'opposition. Nous attendons quand même de voir quelle sera la suite, et je crois probablement que c'est le premier dossier qui les attend. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera probable, parce que la condition ou le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne fait pas obligation donc de programmer les dossiers dans un délai. Et donc, nous allons attendre, nous allons croiser les bras, attendre pour voir quelle suite le président Dorothée Sosa et ses membres donneront à ce dossier. Merci beaucoup, Gaspard Adamossi.
Dorothée Sosa élu président? Oui, la première information, c'est d'abord l'installation, bien entendu, de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est déjà de ça qu'il faut se réjouir, parce que le Bénin se dit un pays démocratique, et un pays démocratique se définit déjà par l'alternance qui s'observe au niveau des institutions. Déjà, que les mandats se suivent et que les têtes se succèdent au niveau de ces institutions. Et c'est en cela déjà qu'il faut dire que le Bénin est en train de s'ancrer davantage dans la démocratie, parce que depuis quand même 1990 que le Bénin a entamé le renouveau démocratique, il faut dire que les institutions, les unes après les autres, ont toujours un mandat qui se renouvelle et des personnes, des personnalités qui se renouvellent à la tête de ces institutions. Et cette mandature de la Cour constitutionnelle n'a pas dérogé à la règle. Donc c'est déjà ce principe-là qu'il faut, ce principe respecté, qu'il faut saluer au niveau de notre pays, et le Bénin. Maintenant, les personnalités qui ont été nommées, je crois que nous avons fait le débat ici le vendredi dernier, c'est des personnalités qui méritent tous d'être à cette fonction, de par leur qualité, parce qu'il y a des hauts juristes, il y a des personnalités, il y a d'autres catégories de citoyens qui siègent donc au niveau de cette institution. Et au nombre de ces personnalités, le professeur Dorothée Sosa, qui a été élu par ses pairs président de cette institution, je crois qu'il a le mérite, tout le mérite revient à lui. Je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse contester à cet éminent professeur son savoir et son titre. Et d'aucuns vous diront qu'il est l'un des maîtres à penser de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, maître Joseph Djogbenou, qui est devenu après professeur Joseph Djogbenou, si je ne me trompe. Donc si l'élève a été et que le maître devient, je crois qu'il faut quand même saluer, n'est-ce pas, et dire que c'est tout un mérite et qu'il soit à ce poste. Maintenant, l'espoir, c'est qu'il puisse, n'est-ce pas, combler les attentes, pas de ceux qui l'ont nommé, parce que ceux qui l'ont nommé, ce sont des politiciens, mais qu'ils puissent, parce que leurs attentes ne sont pas, voilà, que ce ne soit pas forcément l'attente de ceux qui l'ont nommé, mais que ce soit le droit qui soit dit de façon globale, et que ce soit la régulation des institutions dans le bon sens qui soit le leitmotiv de cette structure, et que ce soit surtout la satisfaction des populations, pas en termes de besoins vitaux, mais en termes de justice et de droit qui puisse être donc le leitmotiv de cette institution. Maintenant, il y a une question sous-jacente que vous avez posée, ce que devient... C'est une question qui me fait beaucoup sourire, parce que ça me fait sourire d'autant plus que c'est pas le recours, il faut dire les recours, parce qu'il y en a plusieurs au niveau de l'autre cour constitutionnelle. Je crois que l'un des recours a été renvoyé au 10 juin, et le 10 juin, je crois que c'est demain samedi. Et bon, ils l'ont fait peut-être sans consulter ceux qui vont les remplacer. Bon, même s'ils ne sont pas éternels. Mais la question, c'est de savoir, si moi, quelqu'un conteste ma qualité, et que je deviens celui qui juge du recours de celui qui juge de ma qualité, quel sera finalement... moi, je pense que non, c'est déjà dans les tiroirs, les recours qui concernent les personnalités qui sont nommées au niveau de ça. Merci beaucoup. Notre cher ami Chegoum Bakari remplace désormais Aurélien Agbenossi, Gaspard Dianossi. Et oui, cela s'est fait après presque un mois d'imbroglio, disons, où on ne savait pas qui était le nouveau ministre des Affaires étrangères. On ne savait pas si Aurélien Agbenossi était toujours là, ou si c'est Dame Adjovi qui avait été annoncé. La presse a tué la chance de cette dame, visiblement. Hein? Non, est-ce que c'est la presse l'a tué? Certains disent qu'il y a deux ministres des Affaires étrangères. Il y a un qui a été nommé par WhatsApp et un qui a été nommé et l'autre qui a été nommé par le président Patrice. Alors, non, c'est peut-être le regret que les gens ont tout fait d'amplifier, ou peut-être que il y a eu des, je crois, des rituels qu'elle n'a pas souhaité peut-être. Cette rumeur a quand même révélé la dame. Hein, bien sûr, ça l'a révélé, puisqu'effectivement, personne ne la connaissait, en fait, pratiquement, et que ça l'a révélé. Maintenant, ce qui paraît intéressant, c'est celui qui est là, est-ce qu'il a l'étoffe
pour faire ce qu'il a à faire, parce qu'il a été nommé il n'y a pas longtemps, je crois, secrétaire d'État aux investissements. Donc c'est un financier important. Est-ce que ça rime avec diplomatie, avec coopération, avec tout ce que nous savons? Bon, de toutes les façons, quand on sait que, comme on dit souvent, les diplômes, c'est une présomption de compétence et que c'est à l'acte qu'on peut véritablement savoir ce que chacun vaut. Je pense que, et quand on est à un certain niveau, quand on a un certain niveau, je ne pense plus qu'il y ait des cloisons qu'on ne peut pas... parce que je peux être financier, devenir président de la République, je peux être juriste et devenir ministre de l'urbanisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup ce n'est pas une première. Hein? Absolument pas une première. Et je pense qu'il fera ses preuves et on verra bien de quoi il est capable. Ce qui paraît intéressant, c'est les petits mots qu'on commençait par jeter dans l'opinion, le ministre sortant, ou bon, apparemment, il ne se on va en parler tout à l'heure. Gaspard Diamossi, Achille Ousso, Bakary Olusegun s'installe au ministère des Affaires étrangères. On connaît la capacité de l'homme à ses relations avec le géant de l'Est, par exemple. Oui, mais lorsque vous parlez donc du profil de l'homme, et je crois que Gaspard l'a dit tout à l'heure, en fait, le nouveau ministre de la diplomatie béninoise ne devait pas être attendu à ce poste, parce qu'on le connaît en tant que bon cadre dans le domaine donc, des investissements et autres. Mais pourquoi le président Patrice Talon a préféré ce choix? Il est le seul à le savoir. C'est lui qui a gagné son gouvernement. C'est lui qui a gagné le fonctionnement de son gouvernement. Entre-temps, nous savons qu'il avait détaché le volet coopération qu'il avait rattaché aux charges du ministre Wadaï, le ministre des Finances. Est-ce que c'est dans cette perspective de fouetter les investissements au Bénin qu'il a préféré aller chercher un homme du milieu des Finances qu'un homme du milieu de la diplomatie? Il est le seul à le savoir. Ce qui est sûr, l'homme même a révélé, et je veux parler de nouveau ministre, dans ses propos préliminaires, il a révélé que il n'était pas attendu à ce niveau-là. Il se retrouve dans un monde qui n'est pas encore le sien. Il prendra certainement le temps de s'organiser et donc d'accomplir la tâche, la mission à laquelle il est appelé. Ce que nous allons souhaiter, c'est que nous avons dit un certain nombre de biens de son prédécesseur, qu'on le veuille ou non, et le Bénin a une nouvelle carte diplomatique, à réorganiser sa diplomatie dans le monde, et cela, on devait donc logiquement l'attribuer à l'ancien ministre Aurélien Agbenossi. Et donc, il s'agit maintenant de nouer la nouvelle code à l'ancienne. Donc, ça veut dire que le nouveau ministre a du pain sur la planche. Il doit savoir qu'il doit tout faire pour faire oublier son prédécesseur. Il doit tout faire pour combler les attentes donc, du chef de l'État. C'est vrai que les premières informations qui avaient été agitées pour expliquer un peu pourquoi, pour expliquer ce froid entre le président Patrice Talon et son ancien ministre des Affaires étrangères, c'est qu'on appelle l'inauguration de la nouvelle raffinerie au Nigeria. Bon, est-ce que quand on dit que l'homme est un peu plus proche, en tout cas je vais parler du nouveau ministre, est un peu plus proche du nouveau président nigérien, est-ce que c'est dans la perspective de réchauffer les relations entre le Bénin et le Nigeria? Nous aurons tout le temps, nous avons encore le temps nous avons 3 ans pour apprécier. Gaspard Diamossi parlait entre-temps de ce bras de fer caché. Ce qui a fait sortir le ministre. Oui, non, bras de fer caché, non, mais je crois que son discours de départ a été amplement relayé dans les médias. Je ne sais pas si c'est de son fait ou si c'est un pur hasard, mais j'ai l'impression quand même qu'il avait un message à passer, parce que de façon plus ou moins directe, on entend dire que c'est son bilan, je crois, parlera pour lui après. Et on entend dire que ce n'est pas lui qui a la maîtrise absolue de la diplomatie ou des questions diplomatiques, et qu'il y a un chef et que lui n'est que peut-être un exécutant. Et quand il dit ces genres de choses, on a envie de se demander, mais finalement, qu'est-ce qui a fait qu'il est parti de ce poste? Personne ne le sait. Il n'y a que lui et le chef de l'État qui peuvent le savoir. Peut-être pas lui, mais le chef de l'État qui l'a nommé et qui sait également pourquoi
il a fait partie. Mais de toutes les façons, il a initié des réformes au niveau de son ministère. Est-ce que ces réformes ont satisfait à ce que voulait le président de la République? Voilà autant de questions qu'il faut. D'autant plus que le nouveau ministre a annoncé la révision à nouveau de la carte diplomatique. Je crois qu'il faut rechercher quelque part dans son départ l'échec de la réduction de la carte diplomatique du Bénin. Et tantôt, j'ai envie de finir en disant, mais vous avez tendance à dire que le nouveau ministre de la diplomatie est proche du grand voisin de l'Est, mais il est aussi proche du petit voisin de l'Ouest. Absolument. Parce qu'il a été, donc, il a été même décoré par le président. Donc, apparemment, il est un peu proche des pays de la sous-région, donc c'est aussi un atout. Sacré garçon. On va parler à présent de Olivier Bokor. Ben, ça prend la Gassoua aussi. Et ouais, apparemment, ça prend tout au moins sur le plan médiatique et sur le plan de ce que nous voyons, de ce que nous touchons du doigt. Mais est-ce qu'en profondeur, au niveau de la population, il faut pas, c'est pas comme l'autre qui a dit que la population voulait d'un troisième mandat. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, ça bouillonne un peu dans l'opinion et on entend que Olivier Bokor un peu partout. Est-ce que les autres ont renoncé à leurs ambitions, parce qu'on sait qu'il y a quand même des ambitions au niveau, au niveau de la majorité, de la mouvance présidentielle. Est-ce que les autres, cachent leurs ambitions, ou bien c'est l'ampleur, ils ont peur, ou bien c'est l'ampleur ou l'envergure de celui qui essaie de sortir la tête, qui les a tous rangés, on n'en sait rien, ou bien ils sont dans l'ombre, ils se préparent davantage. Mais de toutes les façons, en laissant l'opposition de côté, aujourd'hui au niveau de la mouvance présidentielle, si on laisse également de côté l'idée d'une révision et d'un éventuel troisième mandat du président Patrice Talon, je crois que c'est aujourd'hui, il n'y a pas à se cacher la face, c'est Olivier Bokor qui occupe systématiquement le terrain politique et on verra bien ce que cela va donner. Merci beaucoup, merci Achiloussou, Olivier Bokor. Oui, des meetings, des regroupements un peu partout. Oui, Olivier Bokor pendant 7 ans. Pendant 7 ans, l'homme a été dans l'ombre du président Patrice Talon, mais nous constatons que, bon, de plus en plus, il y a des appels qui, dans l'opinion, le révèlent. On ne peut pas dire que on l'a vu dans des apparitions publiques avec le chef de l'État. Et donc, pourquoi avoir choisi à 3 ans donc, de la fin du mandat du président Patrice Talon, donc de commencer ce mouvement? Parce que la question que je me pose, est-ce que tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux, etc., dans les communes, les mobilisations qui sont faites là, est-ce que c'est sans son mot, son avis? C'est la question que je me pose et je crois que si l'homme lui-même n'avait pas donné caution à la chose depuis, parce que ça fait environ un mois que ça a commencé, donc depuis, je crois qu'il aurait pu faire stopper ça parce que ce que nous connaissons de lui, il n'a pas cette propension à s'exposer donc dans l'opinion publique. Alors, lorsque nous mesurons donc ses chances en tant que candidat à la candidature de la présidentielle, nous pouvons déjà dire qu'il a pris une longueur d'avance sur les autres parce que les mobilisations, ça a embrasé pratiquement maintenant et tous les milieux, je crois, au sein des étudiants, il y a déjà des mobilisations pour accompagner au sein des artisans, au sein des fonctionnaires. Et donc, déjà, on peut dire que l'homme a mis le pied sur le starting block. Il est peut-être partant pour les élections. Nous avons encore, peut-être aussi que c'est un ballon d'essai pour voir si entre-temps ça peut aller. Ce qui est sûr, nous ne devons pas oublier aussi qu'aujourd'hui, la réforme ou les réformes le nouveau système partisan oblige que les candidats passent par un parti politique. Olivier Bokor est désormais membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Il s'est inscrit de façon officielle. Bon. Allez fouiller, je le dis à l'antenne. Olivier Bokor est désormais membre du parti UP Le Renouveau. Ce que nous savons le plus, c'est que déjà... On parlait du bloc républicain, mais officiellement, il s'est inscrit sur la plateforme de l'UP Le Renouveau. Si c'est vous qui le dites, nous faisons... Vous êtes choqués? Pourquoi pas? Pourquoi? Mais bon, on dit que le DR a porté pour la deuxième fois la candidature de celui
qui a les faveurs des pronostics. Je crois que déjà avec le président Patrice Talon, pour son deuxième mandat, c'était le BR qui avait porté sa candidature et que le BR porte encore la candidature d'un certain Olivier Bokor qui déjà dans l'opinion a pris de l'ascendance. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais il faut quand même dire qu'à l'intérieur, Gaspard a fleuré un peu la chose tout à l'heure, à l'intérieur des partis, ça bouge. Il y avait déjà beaucoup de noms qui étaient cités. Je ne sais pas si un certain Joseph Djobounou continue donc de nourrir des ambitions. Je ne sais pas si un certain Romiad Wadaï continue de... Je parle d'abord de l'UP, le renouveau. Si un certain Romiad Wadaï... Oswald Omeki également. Pourquoi pas? C'est son droit s'il remplit déjà... Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits. Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Retour sur ce plateau, on continue le sujet concernant le vieux Boko avec Gaspard Adiamansi. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai juste un petit commentaire à faire parce que vous avez dit, avec une certaine certitude, qu'il s'est inscrit sur la plateforme de l'Union progressiste et je me suis demandé, ça a fait clic dans ma tête, je me suis demandé, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? D'autant plus qu'il pouvait le faire depuis la création de l'UP Le Renouveau ou du bloc républicain. On peut comprendre le chef de l'État, président de la République, qui, malgré qu'on dise de lui qu'il est le sponsor ou le créateur des deux partis politiques, qu'il ne se soit pas inscrit dans l'une ou l'autre des deux formations politiques, parce que quand même en tant que président de la République, il doit incarner la neutralité, il ne doit pas s'afficher comme étant membre d'un parti politique, ou tout au moins s'il était, il devait se mettre un peu à l'écart. Mais que M. Olivier Bokor, qui n'avait aucune fonction officielle, qui avait la latitude de s'inscrire dans l'un ou l'autre des partis, ne l'ait pas fait. De toute façon, qu'il l'ait fait maintenant, ça confirme peut-être ses intentions réellement pour 2026. Voilà, vous avez... ça peut aller. Le dernier sujet à présent, très rapidement. Gaspard Adiamansi, je reste toujours avec vous. Fawziat Sefou a proposé aujourd'hui même, ce vendredi, aux internautes, dans sa rubrique à la rue opine, lorsqu'à la suite d'une dispute, la femme ramasse ses affaires et retourne chez ses parents. L'homme doit-il accepter qu'elle revienne? Je vous reprends la question. Parfois, c'est l'homme qui va la chercher. C'est là lui-même qui s'empresse d'aller la chercher. Alors, Gaston, c'est gâté quoi. Non, non, c'est pas forcément ma position, mais c'est une réalité que parfois c'est l'homme qui s'empresse d'aller la chercher. Dans les premiers jours, ça choque, on coupe partout. Oui. En réalité, ça dépend du motif pour lequel elle est partie. Ça dépend aussi du choc que cela a créé chez le mari qui a été ainsi abandonné. On a dit dispute, mais quel genre de dispute et qu'est-ce qui a causé la dispute? Je crois que si ce n'est pas quelque chose de suffisamment grave, et que la femme, encore que c'est pas souvent bon, et puis si après chaque dispute, la femme doit souvent ramasser ses bagages et aller chez ses parents et qu'il faut aller la chercher ou qu'il faut qu'elle revienne, je crois que ça ne donne pas une très bonne image. Mais je pense que par rapport à certains sujets, par rapport à certaines disputes, si elle s'en va, il vaut mieux non seulement la laisser rester, mais si elle revenait, il faut lui fermer la porte. Merci beaucoup. Achille Ossou. Je vais commencer par la fin de l'analyse de Gaspard pour peut-être remonter. Et ce que nous devrions d'abord, si c'est en termes de conseil, je ne sais pas, dire à nos sœurs, c'est que on doit toujours tenir compte de notre contexte sociologique. C'est très important. Nous devons éviter l'européanisation à outrance de nos façons de vivre. C'est chez les Blancs, on constate que bon, pour rien, on se permet donc d'adopter un certain nombre d'attitudes. Ici, chez nous,
C'est comme une affront lorsque la femme ramasse ses bagages et rentre chez ses parents. Si c'est elle-même qui sort les bagages, il faut savoir qu'elle a cherché et ce n'est pas facile pour l'orgueil que nous portons, non seulement en tant qu'homme, mais compte tenu de notre sociologie, ce n'est pas facile que la femme elle-même ramasse ses bagages et qu'on l'accepte après. Surtout que lorsque cela se répète, c'est à croire qu'elle n'a pas son cœur dans ce ménage-là et que bon, on la force à rester. Et donc, bon, je crois que bon, d'une manière ou d'une autre, ça peut arriver, ça dépend des motifs. Il peut arriver que c'est l'homme qui n'ait pas raison et que sous le coup de la colère, la femme ramasse ses affaires et rejoint ses parents. Mais ce qu'on devrait conseiller, même si la femme devait se fâcher, elle peut aller chez ses parents, mais sans ramasser les bagages. Parce qu'elle ramasse les bagages, c'est que c'est abandon de ménage et de foyer. Et donc, elle peut revenir et constater qu'entre-temps, on l'a remplacé. Il faut que les conducteurs de bâcher mangent aussi. Parce qu'il faut ramasser, il faut ramener. Aujourd'hui, c'est même que le bateau. On en met beaucoup. Les gars doivent manger. Merci beaucoup à vous, les gars. C'est définitivement terminé. En quelques secondes, votre conclusion, Gaspard Diamansi. On a salué il y a longtemps. Absolument, non. D'abord ceux qui nous suivent et qui nous permettent tout le temps d'avoir la force nécessaire, quelle que soit la situation, d'être ici, parce qu'on sait que nous sommes écoutés, que les gens nous suivent. Il faut qu'on les remercie encore une fois, les amis internautes de Guérit TV Monde. Et maintenant, remercier ceux qui font, bien entendu, l'actualité. Cette semaine. Oui, Olivier Bocor et aussi Olivier Agben aussi, parce qu'on ne fait pas l'actualité seulement dans le bon sens, il y a aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Olivier Bocor pour les bonnes perspectives et l'autre pour être descendu de son poste pour l'instant. Merci beaucoup. Achille Ossou. Oui, je dirais simplement bon week-end à tous nos amis et aux amis internautes de Guérit TV Monde. Et bonne suite à toute l'équipe de Guérit TV Monde. Merci beaucoup Gaspard Diamansi, Achille Ossou. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Un numéro qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Alphonse Boton, Patrice Ayronton, Evelyne Dossour. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain. Restez toujours en compagnie des programmes de Guérit TV Monde. Suivez-nous désormais en continu sur guéritvmonde.bj. Au revoir et à très vite. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamansi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.